Bonjour Gulimar Aldiwadji. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour, merci Donc, beaucoup. vous êtes d'origine ouïghour et suite à Oui, la répression du gouvernement de Pékin, en 2006, votre petite sœur, votre mère et vous avez décidé de rejoindre votre père, exilé 3 ans plus tôt en France. En 2016, vous obtenez la nationalité française et votre mère décide de conserver sa nationalité chinoise. Gulumar, pouvez-vous nous raconter comment et dans quelles circonstances votre mère s'est-elle retrouvée dans un camp de rééducation? en novembre 2016, on l'appelle. Elle était en congé long terme en fait avec son entreprise. Elle avait conservé son contrat et on lui dit qu'elle peut se rendre en Chine euh, pour faire sa demande de retraite anticipée. Donc, comme elle a 50 ans, elle peut bénéficier de ça. Et voilà. Donc, au début, elle dit est-ce que je peux pas y aller plutôt au printemps, été, parce qu'il fait très très froid là-bas, parce que je viens de retourner, je viens de rentrer de Chine il y a quelques mois à peine. Et voilà, est-ce que je peux pas le faire? Ou sinon, s'il faut absolument que je le fasse moi-même, est-ce que je peux pas le faire par procuration? Elle avait une amie là-bas qui s'occupait de ces démarches administratives. Au début, on lui dit oui. Et le lendemain, on la rappelle en lui disant non, 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 il faut absolument que tu reviennes toi-même et très rapidement. Et voilà, donc elle est un peu. Elle a un mauvais pressentiment, mais on n'avait jamais entendu parler de ces camps, ça n'existait pas à l'époque. Donc, bon, elle y est partie. Elle a pris ses billets pour 2 semaines et quand elle arrive en fait au bureau de son employeur, 3 policiers la suivent en fait 10 minutes après son arrivée et on l'embarque directement au commissariat, donc où elle est gardée quelques heures, presque toute la journée. Et on lui pose des questions sur toute sa vie ici depuis 10 ans, qu'est-ce qu'elle a fait, ses fréquentations, sa routine. Euh, et à la fin, on lui montre une photo de moi à une manifestation. Donc, et on lui confisque aussi son passeport. Donc voilà, l'histoire commence là D'accord. de façon très inquiétante. Et alors, pouvez-vous me dire au nom de quoi votre maman, comme des milliers d'autres Ouïghours, a été internée en Chine? Alors, pour ma mère, ils l'ont accusée d'avoir un mari terroriste et d'avoir une fille, donc moi, terroriste. Et en tant que citoyenne chinoise, elle devait dénoncer en fait sa famille aux autorités chinoises et elle devait nous faire revenir sur le droit chemin. Donc voilà, ils l'ont accusée comme ça. D'accord. Et malheureusement, nous n'avons pas accès à beaucoup d'informations. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus concernant le quotidien des Ouïghours enfermés dans ces camps? Oui, elle a vécu dans des endroits différents. Donc, elle a connu 2 maisons d'arrêt dans la même ville, ainsi que 2 camps de rééducation. Euh, alors, les maisons d'arrêt, elle a les pieds enchaînés, 24 heures sur 24. Elle est emmenée aux interrogatoires très, très fréquemment où on lui rabâche la même chose, les mêmes questions. Donc, avant de l'emmener aux interrogatoires, on lui met les menottes, on lui met également une cagoule noire sur la tête. Et même parfois, en fait, on attache les poignets, les menottes aux chaînes des pieds. Et elle a donc la malnutrition, on les nourrit pas assez, on leur donne un bouillon en fait qui n'a aucun goût, aucune valeur énergétique. Et les vêtements sont très très fins. Il fait jusqu'à moins 30 degrés dans la ville de Karamay. Donc c'est une ville où il fait très très chaud et très très froid. Euh, il y a donc ça, il y a aussi le manque de sommeil. Les néons sont allumés 24 heures sur 24 dans tous les endroits qu'elle a connus. Et la nuit, elle garde, en fait, les détenus tiennent la garde à tour de rôle pendant 1 ou 2 heures chacune. Et du coup, ça coupe leur sommeil et voilà, c'est impossible pour elles de se reposer. Et également dans les maisons d'arrêt, elles sont obligées d'apprendre de se mettre à genoux. Et également, dans la maison d'arrêt, il y a un règlement en fait intérieur qui est imprimé enfin qui est affiché en fait au mur, et elles doivent apprendre ça par cœur. Toute la journée, bon, elles font que ça. Elles peuvent pas aller aux toilettes quand elles veulent. Elles peuvent pas avoir une douche. Bon, normalement c'est une fois par semaine, mais des fois ça allait jusqu'à 30 jours sans avoir une douche. Donc voilà. Et dans les camps de rééducation,
Au début, on leur vend ça comme si c'était une école, une université, où elles pourront sortir, s'habiller comme elles veulent. Et c'est pas du tout le cas, en fait. Et là, à la place d'apprendre le règlement intérieur, elles ont vraiment 11 heures de cours assises dans une classe. On leur apprend, en fait, le chinois, le droit, et ainsi que l'histoire chinoise. Donc, c'est un vrai programme, c'est un livre blanc euh, où c'est écrit enfin, noir sur blanc, programme spécialement conçu pour les camps de rééducation. Et on leur apprend, par exemple, dans l'histoire, toute une histoire qui est fausse. On leur dit que les Ouïghours ne sont pas des Turcs, ne sont pas des descendants des Turcs, c'est des Chinois depuis l'éternité. Et que voilà, c'est vraiment un lavage de cerveau toute la journée pendant 11 heures. Elles doivent également apprendre chaque semaine une nouvelle chanson patriotique. Et il se C'est comme passe ça. quoi si jamais ils n'arrivent pas à apprendre ce chant? Alors, tous les vendredis, il y a des examens, donc écrits le matin et les oraux l'après-midi. Et elles doivent aussi regarder en fait les informations nationales tous les soirs. Elles osent répondre aux gardiens. Euh, Soit on les prive de nourriture, soit on les alors, ma mère ne parle pas de torture physique, donc elle n'en a pas eu, mais elle a vu ses co-détenus être frappés, revenir avec des membres complètement, enfin, qui ne fonctionnent plus, ou voilà, des bleus partout. Et également, on les fait en fait nettoyer les locaux à quatre pattes avec un chiffon une semaine, voilà, tout vraiment. Là, pour le coup, c'était propre les camps de rééducation. Et alors, j'ai vu également qu'elles étaient obligées de courir dans des cours tous les jours. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais alors, c'est arrivé quelques fois. Mais par contre, on les sortait à l'extérieur tous les jours, été ou hiver. Surtout en hiver, ça a été très dur pour ma mère parce qu'elle est très frileuse. Et à moins 30 degrés, avec un petit legging et un petit t-shirt, c'était très, très dur de rester une demi-heure minimum ou une heure des fois. Et quand elle rentrait en fait dans la cellule, bah, ils avaient mis la clim à fond et voilà, ça, le froid l'a vraiment marqué. D'accord. Et alors, pouvez-vous me dire comment Pékin réagit-il face aux accusations des puissances occidentales? Alors pour Pékin, Pékin justifie ça en disant que c'est un programme de déradicalisation voilà, contre l'islam. Mais voilà, les Ouïghours ne sont pas des terroristes. Donc Bien pour sûr. la Chine profite actuellement de cette islamophobie en fait permanente mondiale pour justifier ses actes. D'accord. Et alors, la notion de génocide vous semble-t-elle appropriée, notamment en sachant que les femmes reçoivent des doses de stérilisation et par conséquent, cela fait disparaître quand même doucement la minorité ouïghour? Alors, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, que ce soit dans les maisons d'arrêt ou les camps, les détenus ne peuvent pas parler ouïghour, donc c'est interdit, sous peine d'être puni. Donc, la langue ouïghour a disparu aussi des manuels, du programme scolaire. Donc, voilà, la langue ouïghour n'est plus enseignée. Et en plus, on parle effectivement de ces stérilisations qui se passaient en fait dans le camp que ma mère a connu. C'était 2 fois par an. On disait que c'était des vaccins contre la grippe. Dieu sait ce que c'est. Et ma mère a vu beaucoup de jeunes filles ne plus avoir leurs règles et ça l'a beaucoup inquiétée à l'époque. Euh, Elle se demande si ça vient de la malnutrition ou si c'est vraiment de la stérilisation. Elle a eu ce doute qui s'est installé dans sa tête là-bas sans avoir vraiment de preuves. Et une fois arrivée en France, elle a appris l'existence de ces stérilisations de masse. Euh, En plus de ça, un autre élément, c'est les mariages en fait interethniques entre les Chinois et les Ouïghours. Il y a des mariages forcés, il y a énormément de mariages forcés. Donc voilà, mais tous ces éléments-là font vraiment penser qu'il y a un vrai génocide culturel d'abord, mais ensuite voilà, un génocide ethnique pour faire disparaître les Ouïghours petit à petit, oui. Donc, vous êtes d'accord avec cette notion. Oui. Également, dans vos vidéos, vous avez souvent parlé que vous aviez très peur de l'état dans lequel vous alliez retrouver votre mère. Finalement, quel a été cet état et surtout, que s'est-il passé entre sa libération des camps et vos retrouvailles? Alors, elle a été libérée des camps en début mars.
Elle a été placée en liberté surveillée, donc elle était dans un appartement. Elle a connu plusieurs appartements. Au début, avec 11 policiers qui étaient avec elle 24 heures sur 24. Et c'est seulement 1 ou 2 mois après, enfin avant son arrivée en France, qu'elle a pu avoir juste 3 ou 1 policier à ce qu'elle prenne du poids, qu'elle mange, et qu'elle prenne des médicaments, des vitamines, et qu'elle aille faire du shopping. On l'a forcée également à se prendre en selfie dans les magasins. Donc, je pense que ça, tout ça, c'est pour se justifier après si jamais il y a quelque chose qui éclate ou si jamais ma mère dit qu'elle n'était pas libre. Voilà, il y a eu une remise en forme. Et pendant ce temps-là, bah, en fait, elle a pu m'appeler à partir de mars 2019 jusqu'à sa libération totale en août 2019. Elle a pu m'appeler et elle me rabâchait tout le temps de supprimer ce que j'avais mis sur les réseaux sociaux, d'arrêter toute apparition voilà, publique, d'arrêter de parler d'elle si je veux la revoir. Elle en parlait de façon très, très grave. Et moi, je faisais aussi, je savais très bien, enfin, dès le jour où elle m'a appelée, elle n'était pas du tout naturelle dans ses mots et j'ai compris qu'elle n'était pas seule. Je sais comment à peu près ça marche là-bas, donc tout est surveillé. Je l'ai également répondu que, ok, j'allais supprimer, que j'allais arrêter tout ça, tout ce que j'avais fait, parce que tout ce que je veux, c'est de la retrouver. J'ai vraiment rabâché ça sans arrêt. Je devais accoucher en septembre et je lui ai dit, si tu n'es pas là à mon accouchement, bah, en fait, je vais tout révéler encore, je vais pas arrêter de parler. Donc voilà, et les policiers ont entendu ça et je pense que ça a aidé en plus de toutes les démarches diplomatiques entre les deux pays. D'accord. Et d'après vous, y a-t-il un lien entre le génocide perpétué envers la communauté ouïghour et le projet des nouvelles routes de la soie de Xi Jinping? Oui, comme je l'ai dit, historiquement, c'est une région assez rebelle, on va dire. Euh, les Ouïghours, en fait, ont toujours manifesté leur mécontentement. Il y a des discriminations qui existent, enfin, qui ont toujours existé. Et, euh, et Xi Jinping, je pense que pour réussir cette politique-là, avait besoin que ces terres très fertiles, très riches, soient calmées une bonne fois pour toutes. Et je pense que, voilà, pour moi, c'est très clair sa façon d'agir. Également, nous avons appris que le Royaume-Uni va durcir son dispositif commercial afin d'éviter l'importation des produits issus du travail forcé des Ouïghours dans son pays. En espérez-vous autant de la communauté internationale et tout particulièrement de la France? Surtout de la France, oui. J'ai été très déçue de voir que la France avait signé ce traité d'investissement chinois en Europe. Le traité n'est pas encore validé par le Parlement européen, mais j'espère qu'il ne sera jamais. Mais j'ai été très, très déçue et je ne m'attendais pas à... J'ai vraiment pris cet acte de la France comme une sorte de trahison. Euh, voilà, j'espère que la France suivra la voie des États-Unis ou du Royaume-Uni pour vraiment mettre des limites économiques concrètes en fait à la Chine. Très bien. Et pour finir, quel est aujourd'hui finalement votre combat maintenant que votre mère est libérée? Enfin, vraiment propager un message et mettre la pression au gouvernement pour faire arrêter ça. Parce que c'est insupportable de voir que ça existe et que tout le monde le sait et que bah, là, je veux juste que les camps ferment. Et voilà, je n'ai pas la force pour le moment de parler de l'indépendance de quelque chose qui est très Bien lointain sûr. pour moi. Mais bien sûr, si on pouvait obtenir notre indépendance, ça réglerait pas mal de problèmes. Mais voilà, pour le moment, il faut juste que les camps ferment. Merci beaucoup. Merci à vous.